Mais bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode, enfin ce tout premier épisode de cette nouvelle série même j'ai envie de dire, qui j'espère vous plaira. Et aujourd'hui, on part s'intéresser à une figure emblématique de l'histoire de France, une femme avec une histoire plutôt controversée mais aussi incroyable, une femme qui si elle n'avait pas été là, on serait aujourd'hui tous anglais. Je veux bien évidemment parler de Jeanne d'Arc. Alors avant que ça commence, sachez que je ne suis pas historien ou prof d'histoire, d'accord? Je fais ça purement par plaisir et toutes les informations que je vais vous donner sont tirées d'internet. Donc même si j'essaie de recouper le tout pour que ce soit le plus juste possible, il est possible qu'il y ait certaines erreurs que je n'ai pas vues. Donc écoutez, s'il y en a, je vous prie de m'excuser et merci de bien vouloir les préciser en commentaire. Jeanne d'Arc est née en 1412 à Domrémy, aux marges de la Lorraine, dans une famille de paysans nommés d'Arc. Jeanne est une fillette pieuse, illettrée, rien ne la distingue de ses compagnons de jeu. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle eut, selon ses dires, une apparition de Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Jeanne, tu es l'élu. Jeanne, réveille-toi, Jeanne. Jeanne, tu dois bouter les Anglais hors de la France. Jeanne. Oh, Jeanne. Oh, Jeanne, tu vas te réveiller, bordel de... Qu'est-ce que... Ah, vous voilà enfin. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Bonjour, Jeanne. Je suis l'archange Saint-Michel. C'est Dieu qui m'envoie. Il vous charge d'aller virer les Anglais hors de la France. Ah ouais, d'accord. Allez attendre dehors 5 minutes. Hein. Dites à Dieu qu'il attende 5 minutes. Non, Jeanne, Dieu n'attend pas. C'est maintenant ou maintenant. Ah, oui, ok. Papa! Papa, il y a un SDF dans ma chambre! Mais enfin, Michel, c'est pas très catholique ce que vous venez de faire. J'ai paniqué. L'archange et ses deux saintes lui ordonnent de conduire le roi Charles VII à Reims pour le faire sacrer et en même temps de bouter les Anglais hors de la France. Jeanne n'en parle à personne, mais mois après mois, année après année, les voix deviennent de plus en plus insistantes. À 16 ans, elle parle donc de ses voix à son oncle, monsieur Durand-Laxart, qui l'escorte auprès de Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, dans une forteresse voisine de Domrémy. Malheureusement pour Jeanne, en ces temps de guerre, les illuminés pullulent et le capitaine conseille juste à son oncle de ramener sa nièce chez ses parents avec une bonne gifle. Allez, avance là. Ah, mais là chez moi, mon oncle. Oui, c'est pourquoi. Allez, explique à monsieur maintenant. Ça fait des années qu'elle nous casse les robinets avec ça, donc vas-y, c'est ton moment, fais-toi plaisir. Dieu veut que j'aille bouter les Anglais hors de la France. Parle plus fort, s'il te plaît, je ne comprends pas. Dieu veut que j'aille virer les Anglais hors de la France, c'est pas compliqué quand même. Illuminé et rebelle qui plus est. Et bien pour ça, qu'une seule solution. Jeanne. Et vous aurez peut-être pu me demander mon avis, non? Hop. C'est qui décide ici, c'est moi, ok? Donc vous êtes bien gentil, mais vous et votre illuminé, vous décarpissez de ma forteresse. Vous m'avez fait perdre assez de temps comme ça. Non mais il va se calmer, Robert, là. Et puis d'abord, c'est Capitaine Robert. Ok? Il a pris une gifle. Hé, viens ici, toi. L'année suivante, les Anglais déferlent sur la Lorraine. Jeanne voit l'ennemi de près et doit se réfugier à Neufchâteau avec sa famille. Quelque temps plus tard, revenue à Vaucouleurs, sa personnalité ne passe pas inaperçue et elle rencontrera même le duc de Lorraine pour lui parler de ses ambitions et visions. Face à une telle détermination, le capitaine de Baudricourt, sceptique, s'assure quand même auprès de son curé que, eh bien, le diable n'est pas en elle. Alors parce que bon, elle a quand même des voix dans sa tête, elle voit des trucs apparaître la nuit, elle a envie de tuer les Anglais, y a peut-être un truc qui cloche là. Mon père. Oui mon fils. Alors pour la petite Jeanne, êtes-vous certain que le diable n'est pas en elle? Sûr et certain mon fils, c'est bien Dieu qui vous l'envoie. Ah, super. Non, parce que j'avais peur que... Non. Pas d'inquiétude, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Génial, merci. Merci, mon père. Mais de rien. Bonne journée à vous aussi, mon fils. S'il savait que... Ta mère suce des queues en enfer. Oh, d'où Jésus! Une fois rassuré, le capitaine donnera à Jeanne une escorte de quelques hommes, dont Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, deux valeureux chevaliers qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son épopée. C'est donc habillé en homme, en chevalier, hein, en gros tout simplement, que Jeanne part jusqu'à Chinon rencontrer le roi Charles VII, a.k.a. le dauphin. Pourquoi, je ne sais pas. Bien le bonjour, beau roi. C'est un honneur de vous rencontrer. Qu'est-ce que... Oh, c'est une blague. Oh oui, je sens que vous me faites une blague. Vous êtes un farceur, moi. Ah, mais c'est qui mort, ce con? Arrivée à Chinon, Jeanne se rend à la grande salle du château. Elle n'avait encore jamais vu le roi, et pourtant, l'anecdote raconte qu'elle le reconnaît. Charles VII est étonné, la jeune fille se présente sous le nom de Jeanne la Pucelle, et que le roi des cieux lui commande de l'emmener à Reims pour le faire sacrer. Madame d'Arc est arrivée. Ah, Madame d'Arc, vous voilà enfin. J'espère que vous avez fait bon voyage. Ouais, cousin, bien. Tiens, je te serre la main. Excuse-moi, je me permets. Par contre, va falloir remettre un ou deux coussins sur le canasson parce que j'ai un de ces mal au cul. Et puis... Oh, chambé la baraque. Attends, il y a combien de pièces? Tu me l'avais pas dit, ça? Attends, mais on se connaît, nous?
Je t'ai déjà vu? Mais si, au mariage de l'autre grosse dinde, là, comment qu'elle s'appelait déjà? Marie d'Anjou, c'est ça, Marie d'Anjou. Oui, c'est ma femme. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est moche ta femme. Jeanne et Charles s'entretiennent alors en privé, nul ne sait ce qu'ils se sont dit, mais le roi en ressortira apparemment illuminé, voyant en elle l'élu capable de terrasser les Anglais. Je sais pas ce qui s'est passé durant ce rendez-vous, mais j'ai ma petite idée. Ah, je vous remercie, mon roi. C'est très aimable à vous de me recevoir. Mais c'est bien normal, voyons. Voulez-vous quelque chose à boire? Ah non, ça ira, je vous remercie. Jamais pendant les heures de travail. D'accord. Bernadette! À boire! Oui, alors, comme je vous disais, c'est... Un instant, je vous prie. Bernadette! À boire! Et c'est donc à ce moment précis que je me suis pris une gifle, voyez-vous? Et ça... Oui. Un instant, je vous prie. Bernadette! À boire! Oui, moi j'ai toujours été très téméraire, très vive, toujours l'envie de me battre avec... Un instant, je vous prie. Bernadette! J'ai soif! Et c'est donc comme ça que je suis arrivé à Chinon pour vous rencontrer. Vous savez quoi, jeune pucelle? Je vous crois. Je vois en vous un bel arôme, et puis vous avez belle couleur. Et... Bernadette! J'ai soif! Elle est gentille, Bernadette. Puis après, petit à petit, journée après journée, j'ai... Eh ben vous savez quoi, jeune pucelle? Vous m'avez convaincu. Je vais vous donner 1000 de mes hommes, ainsi que des chevaux et des poneys. Mon roi. Charles VII, bon, il est peut-être alcoolique, mais il est pas complètement fou, et il a quand même la prudence de faire examiner Jeanne par des théologiens à Poitiers. Le bon sens de Jeanne y fera immédiatement sensation, et des matrones vérifieront même sa virginité. Convaincu, Charles lui donnera alors une armure, ainsi qu'une garde de quelques hommes, et l'autorisera à se joindre au dernier convoi destiné à secourir Orléans. Avant l'arrivée de Jeanne d'Arc, Orléans est au bord de la réédition. La ville n'a plus de ressources et est épuisée. Le duc Charles d'Orléans étant fait prisonnier, c'est son demi-frère Jean dit Dunois qui défend la ville avec courage. Tandis que les chefs de guerre hésitent et tergiversent sur la marche à suivre, Jeanne rentre discrètement dans la ville pour y rencontrer le Dunois. Elle le somme de faire une sortie, mais la dernière a été tellement catastrophique que le bâtard d'Orléans préfère attendre les renforts. Mais Jeanne, qui est têtue, n'est pas d'accord avec ce plan et elle prend donc les choses en main. Deux bastides anglaises se tiennent dans la région et il faut les attaquer, déclare-t-elle. Jeanne charge elle-même la bastide des Augustins, la garnison suit et, bien c'est un succès. Le soir, au conseil de guerre, Dunois et ses hommes veulent en rester là, mais Jeanne, elle est pas du tout d'accord. Elle ameute la population qui se prépare toute la nuit. Le lendemain, l'assaut est donné, la forteresse est redoutable, les pertes sont élevées, Jeanne est même touchée par un carreau d'arbalète au-dessus du sein, mais les Anglais paniquent, ils se jettent dans la Loire et le 8 mai 1429, Orléans est sauvé. Et c'est un miracle, très clairement, je vous rappelle quand même qu'à ce moment-là, elle a 17 ans. Alors les tarlouses, où est-ce que vous allez comme ça? Ça se fait botter le cul par la jeune pucelle de 17 ans? Allez hop, Audi pour tout le monde, je paye ma tournée. Ça me fait me rappeler qu'il va peut-être falloir que je trouve un vrai boulot, moi. Qu'est-ce qu'il y a comme offre à Pôle emploi en ce moment? Tiens, on va aller voir. Pour Jeanne, la prise d'Orléans prouve le caractère divin de sa mission et la foule lui prête même des pouvoirs de guérison. Pour les Anglais humiliés, la pucelle est envoyée par le diable. Jeanne? Jeanne, où êtes-vous, Jeanne? Jeanne? Oh! Qu'est-ce que vous faites là-haut? Voulez-vous bien descendre de ce plafond? Ta mère, la grosse truie. Et en tant que libératrice d'Orléans, Jeanne y gagnera même un petit surnom, la pucelle d'Orléans. Bah écoutez, c'est pas mal, on passe de la jeune pucelle à la pucelle d'Orléans, bon ça évolue. Après l'exploit d'Orléans, deux possibilités s'offrent aux Français. Attaquer Paris ou attaquer Reims, comme le veut Jeanne pour sacrer le roi. Le roi finit quand même par donner raison à Jeanne et les voilà partis pour Reims. Seulement, le pari est risqué car Reims est cerné par des positions anglaises et bourguignonnes. Une rencontre décisive a lieu à Patay face aux Anglais de John Talbot qui viennent tout juste de se faire chasser d'Orléans. Mais chacun a encore en tête les souvenirs d'Azincourt. Azincourt, ça a été une bataille sanglante opposant les troupes françaises aux anglaises, et malgré la supériorité numérique des Français, ils se sont fait royalement poutrer. Et c'est pour ça que chacun a encore les souvenirs en tête et qu'ils n'ont pas trop envie de retourner se battre contre les Anglais. Mais seulement, maintenant, la jeune pucelle est là et elle assure la victoire au nom de Dieu, ce qui n'est pas rien. La bataille s'engage, la charge française est impitoyable, les Anglais laissent 2000 morts et leur chef prisonnier. Côté français, les pertes sont quasiment nulles, à croire qu'il y avait Dieu pas loin. Pour ouvrir la route jusqu'à Reims, les Français libèrent Auxerre, Troyes, Châlons et enfin Reims. Charles VII peut enfin faire son entrée dans la cathédrale pour y recevoir le Saint-Crème et Jeanne est à ses côtés portant son étendard. La mission de Jeanne s'est couronnée d'un succès et en quelques mois, la victoire a changé de côté. On avance un petit peu dans le temps et là, il est enfin temps d'aller reconquérir Paris. Une fois sous les murs de la capitale, les Français constatent que les Anglais ont eu le temps de mieux se préparer. Mais l'assaut est quand même donné porte Saint-Honoré. Les pertes sont nombreuses, Jeanne est même blessée à la cuisse, mais elle n'abandonne pas.
Malheureusement, le miracle ne se reproduit pas et ils doivent battre en retraite. Le roi décide alors de lever le siège et de dissoudre l'armée. Il ne veut pas la guerre, mais la négociation. Et depuis le sacre, Charles VII traite la jeune pucelle avec dédain et jalousie. Allez savoir pourquoi, c'est quand même grâce à elle s'il en est là aujourd'hui. 2 cm de longueur. Conseiller Oui, mon roi, oui. J'aimerais faire éliminer Jeanne d'Arc, voyez-vous. Auriez-vous peut-être des conseils à me conseiller? Des endroits où l'envoyer pour être sûr qu'elle ne revienne jamais, hein? Jeanne d'Arc, vous êtes sûr? Vous savez quand même que c'est grâce à elle si Reims et Orléans sont à vous aujourd'hui. Oui, non mais je sais bien, mais j'en peux plus d'elle, ok? Il y a un truc, quand je la vois, ça m'énerve, il y a un truc dans sa tête là qui est... vous voyez, j'en ai marre. Et puis j'ai encore jamais digéré le jour de notre rencontre. Mes filles, au mariage de notre grosse dinde, là, comment qu'elle s'appelait déjà? Marie d'Anjou, c'est ça, Marie d'Anjou. Oui, bah c'est ma femme. Ah ouais, bah qu'est-ce qu'elle est moche ta femme. Bon alors, Très bien, eh bien c'est comme vous voulez mon roi. Je pense que chez les Bourguignons, ça peut être pas mal. bourguignon comme le bœuf. Et il décide carrément de s'en débarrasser en l'envoyant combattre les compagnies, qui sont un groupe de brigands. Manquant de renforts et munitions, la campagne se solvera évidemment par un échec, mais Jeanne réussira à s'enfuir. Dès 1430, les intentions du duc de Bourgogne sont claires. Aux côtés des Anglais, il souhaite reprendre les villes qui sont passées aux mains du roi. Charles VII n'ayant plus d'armée, il laissa Jeanne se débrouiller toute seule. Elle s'entourera alors de chevaliers fidèles et de mercenaires. Les renforts du roi n'arriveront jamais et elle décidera alors de défendre Compiègne assiégée en multipliant les sorties contre l'ennemi. Malheureusement pour elle, celle du 24 mai sera fatale. Elle s'engagera trop loin et se retrouvera face à une contre-attaque bourguignonne menée par Jean de Luxembourg. La retraite s'effectue et Jeanne est la dernière à rester. Et au moment de rentrer dans la ville, le pont-levis est levé juste devant elle. Trahison ou imprudence, quoi qu'il en soit, elle est jetée hors de son cheval et capturée par le seigneur bourguignon. Le seigneur Jean de Luxembourg n'a que faire de la pucelle et elle est vendue aux Anglais pour 10 000 livres. Le roi Charles VII n'a rien fait pour tenter de sauver Jeanne. Elle est remise aux mains de la juridiction ecclésiastique. L'évêque Pierre Cochon entend la juger lui-même pour hérésie. Jeanne est donc transférée à Rouen, solidement tenue par les Anglais. Elle est enfermée dans le donjon du château de Bouvreuil qui domine la ville. Un nouveau test de virginité est réalisé et la pucelle est encore bien vierge. Au préliminaire du procès, l'évêque n'a rien pour l'accuser. Il décide alors de réaliser des interrogatoires à huis clos. Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle porte des vêtements d'homme. Parce que c'est plus pratique pour le voyage et indispensable pour le combat, lui répond-elle. Mauvaise réponse. Madame d'Arc, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que cet accoutrement? Eh bien écoutez monsieur l'évêque, tout simplement parce que c'est plus pratique pour le voyage et surtout indispensable pour le combat. Oui, mais j'entends bien, mais là vous êtes habillé en homme, vous savez tout comme moi que c'est interdit. Comment ça interdit? Non mais vous entendez parler au 15e siècle, faut se réveiller mon petit gars. Hein. L'émancipation des femmes, le droit de vote des femmes, les libertés des femmes, ça vous dit quelque chose? Non mais c'est fou ça, ce patriarcat là. Mais oui, c'est cela. Allez. Hop, au bûcher. Droit des femmes, mais ils savent plus quoi inventer de nos jours. Se travestir ainsi est un crime pour l'Inquisition. L'évêque a enfin un motif d'accusation. Le véritable procès peut commencer, il s'étale sur 2 mois, le verdict tombe et Jeanne est condamnée au bûcher sur la place du Vieux-Marché de Rouen le 30 mai 1431 à l'âge de 19 ans. On écarte la foule, là sont installés les bûches, la paille et l'huile et Jeanne réclame un crucifix. Bientôt, les flammes l'atteignent. Jésus, 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 répète-t-elle. La foule s'émeut, les soldats sont en larmes. Nous sommes tous perdus, nous avons brûlé une sainte, répète-t-il. L'Église qui avait condamné Jeanne d'Arc aura très tôt à cœur de la réhabiliter. En 1456, la condamnation de 1431 sera déclarée nulle. La jeune fille est devenue une légende. Passée sous silence par les humanistes du XVIe siècle, elle deviendra la patronne des catholiques extrémistes au cours des guerres de religion. Et Jeanne d'Arc sera donc devenue en quelques années une héroïne romantique symbolisant la chrétienté, le patriotisme et le courage. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et si vous avez des précisions à apporter ou même des conseils pour moi, pour m'améliorer personnellement, eh bien écoutez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Cozy, allez ciao!